Très bien. Bonjour, nous sommes très heureux et heureuses cet après-midi d'accueillir Madame Rajeh Benslema à l'IRMC. Madame Rajeh Benslema, elle est auteure de plusieurs livres, dont une thèse sur l'amour dans la tradition arabo-islamique. Rajeh Benslema est aussi professeure à l'université de la Manouba et en même temps psychanalyste. Elle est depuis 2015 directrice générale de la Bibliothèque nationale de Tunisie. Son dernier ouvrage en français, on insiste sur le français parce que Madame Rajeh Benslema a l'écrit en arabe et en français. Et ce dernier ouvrage, il s'intitule Ordre des ordres des genres, lecture croisée sur la violence et l'amour. Donc, ce livre est sorti le mois de juin 2020, donc ça fait quelques mois à peine, à Tunis, édité chez Nirvana. Donc, le débat aujourd'hui, il tourne autour de ce livre. On va essayer de présenter les grandes lignes que Madame Rajeh Benslema a essayé de traiter dans cet ouvrage. Avec, bien sûr, le débat, il sera animé par Madame Mar Bendena. Mar Bendena est historienne à l'Université de la Manouba. Elle est chercheure associée ici à l'IRMC. Donc, je cède la parole à Mar Bendena qui va commencer à présenter le livre en compagnie de l'auteur, Madame Rajeh Benslema. Merci. Merci Monia. Merci Rajeh de répondre à l'invitation. Ça fait longtemps qu'on voulait t'inviter, donc merci d'avoir accepté l'invitation de l'IRMC. Voilà, moi je suis très contente de présenter cet ouvrage que j'estime être un ouvrage important, original aussi, parce que vous allez voir, j'espère que Rajeh en tout cas, elle va en parler de tous les aspects. D'abord, je suis contente de voir que c'est un produit éditorial tunisien et que tu l'as édité en Tunisie et en français chez un éditeur tunisien qui s'appelle Nirvana. Je voudrais dire aussi que c'est un ouvrage qui est apparu en juin 2020, donc il est tout récent. Et c'est aussi un recueil de textes et d'articles, de 12 textes et d'articles avec une postface, et dont certains que tu as déjà édités ailleurs, que tu as repris, que tu as traduit en français ou que tu as développé. Et là aussi, j'estime que cet acte est très significatif. Peut-être que tu essaieras de nous dire ce qu'il y a derrière cette reprise et cette augmentation et aussi... et donc, voilà, pour le dire vite, c'est un ensemble de textes, de 12 textes, comme j'ai dit, qui vont du 9e au 12e siècle. Alors, ça va des extraits du Coran à des hadiths. Il y a un conte populaire aussi qui est largement exploité. Il y a des textes du fiqh. Il y a des poèmes, il y a de la littérature, des chroniques médiévales. D'abord, je voudrais dire que tu es spécialiste aussi des textes anciens, que tu as fait une thèse sur l'amour à travers les textes anciens. Donc, on comprend un peu cette familiarité que tu as avec les textes médiévaux, les chroniques médiévales, et c'est très, très agréable de lire justement ces approches que tu as d'une littérature dont tu sembles très, très familière, et c'est très agréable aux lecteurs comme moi qui ne sont pas du tout familiers de ce type de texte. Alors, ce qui est intéressant dans cet ensemble pour le lecteur, c'est que le lien, en tout cas, le fil rouge qui traverse cet ouvrage, c'est que tu racontes quelles sont les diverses façons à travers lesquelles, d'abord, se construit un ordre mâle, un ordre masculin, un ordre patriarcal. Donc, comment cet ordre-là, et bien sûr, il a son pendant qui est un ordre féminin infériorisé, les femmes sont dévalorisées. Et je trouve que le titre aurait pu s'appeler, j'aurais pu choisir comme titre le féminin évacué, éjecté, dévalorisé, dénigré, rabaissé. Mais non, tu as choisi je trouve un titre un peu plus... Parce que dans l'univers du Hajj, c'est le contraire. Oui, tu vas parler de tout ça. Voilà, tu vas parler de tout ça, et ton
ton ouvrage s'appelle Ordre, désordre, il n'y a pas de et, des genres, lecture croisée sur la violence et l'amour. Alors, ma première question, c'est est-ce que tu peux nous raconter donc la genèse de cet ouvrage, comment tu l'as composé, pourquoi tu l'as écrit en français, enfin, est-ce que tu peux nous restituer le parcours à la fois de ces textes et ce que tu en as fait éditorialement parlant. Voilà. Merci Akmal merci Monia d'abord pour la présentation et merci Akmal pour cette deuxième présentation. J'avais un premier souci, c'est de permettre l'accès à mes articles qui sont publiés dans des revues internationales, surtout en France, et qui ne sont plus accessibles, qui se vendent. Or, je sais qu'en Tunisie, du moins les étudiants sont incapables d'acheter un article mis en ligne. Je parle des articles les plus récents. Donc, je voulais donc rendre ces articles accessibles. Le deuxième souci, c'est que j'ai procédé comme les peintres par des touches. Et je voulais en quelque sorte voir le portrait qui serait la résultante de ces touches. Parce que ce que moi je travaille sur la question de l'amour, je l'ai traitée dans une thèse. Mais mis à part la thèse, j'aime traiter des questions fragmentaires, des questions microscopiques, par exemple, comme cette histoire l'histoire des tuniques à manches très longues, aux manches longues. Je l'ai découverte par hasard, un récit chez un des auteurs de l'époque mamelouk. Il a parlé de la répression d'une mode lancée par les femmes. Ça m'a intriguée et j'ai commencé à travailler sur ce petit détail. Et les détails sont très importants pour avoir des études empiriques. Ce qui nourrit l'expérience, l'empirique, ce sont ces petits détails autour desquels on peut broder. Donc, comme pour la psychanalyse, c'est la clinique des petits faits, des cas, parce que chaque cas est considéré comme spécifique, comme très particulier. Donc, je suis dans les pistes, mon écriture se situe dans le cadre de la science du particulier, du savoir du particulier, donc du savoir des sciences humaines. Et puisque j'écris très souvent à partir de la psychanalyse aussi est un savoir, et par excellence, la science du particulier. Donc, à partir de tous des cas particuliers que j'ai étudiés, enfin, comme si je voulais voir l'ensemble, même si ça reste fragmentaire, parce que là, les conceptualisations professorales, je les ai évitées jusque-là. Par exemple, la notion, après avoir publié ce livre, j'étais amenée, ça fait quelques mois avec Akmal, lors d'un séminaire des Bernardins, à développer la notion de patriarcat coranique. Ça aurait pu être j'aurais pu introduire mon livre en traitant ce concept, mais je ne l'ai pas fait, je le ferai après peut-être. Donc je n'ai pas la prétention théoricienne, j'évite de théoriser, même s'il y a par-ci par-là des concepts. Voilà. Merci beaucoup. Alors justement, la démarche d'ensemble, pour expliquer un peu plus l'ouvrage à ceux qui ne l'ont pas encore lu, la démarche d'ensemble, je trouve qu'elle est
intéressante parce qu'il y a un mélange entre la génétique des textes et la posture psychanalytique. Tu viens en tout cas de le montrer un peu par des exemples. Et ce qui me semble intéressant, c'est que tu t'arrêtes sur les mots, sur les déclinaisons, par exemple, du terme rahim, à qui tu donnes justement une explication. Et justement, cet arrêt sur les usages linguistiques et leur évolution dans le temps, par exemple, le mot ajj, j'aimerais bien que tu en parles parce que justement, c'est très caractéristique de ta démarche et ça dit beaucoup de choses, même si tu dis que tu es dans le particulier, quand même, tu traverses beaucoup de choses. Tu ne veux pas faire Plusieurs champs. tu veux pas, voilà, tu veux pas faire de théorie ou de, voilà. Mais en même temps, ta démarche a quelque chose aussi d'assez fécond, qui fait autre chose. Oui, Mais elle est reviens sur ces exemples parce que je trouve qu'ils sont elle très est parlants. horizontale, elle est transversale. J'aime la transversalité. Je préfère, enfin, je cultive en quelque sorte la transversalité parce que, par exemple, pour le hijr, je l'étudie dans les textes. Explique-le-moi. Le hijr, c'est presque intraduisible. Alors, c'est l'amour trait d'union qui pourrait mener à la mort. L'amour qui peut mener à la mort, et donc l'amour passionnel, mais avec c'est un signifiant qui évoque beaucoup la sexualité féminine, parce que l'étymologie du hijr, l'une des étymologies du mot, désigne le rude de la chamelle en rude. Donc c'est l'amour passionnel, très fort, parce que lié à la jouissance féminine, la jouissance de la femme, c'est différent. Bon, donc j'étudie le hijr dans les textes, dans les poèmes amoureux, mais aussi dans les textes de la médecine médiévale, dans les textes philosophiques, mais je cherche le hijr dans les traités du hadith. Je trouve seulement le hadith, deux hadiths, le hadith du hijr qui parle du martyr, qui stipule que celui qui tombe amoureux, quitter son amour, qui reste chaste, sera dans le paradis, sera récompensé par le paradis. Et je trouve aussi la question des 5 martyrs, parce que il y a eu un système de récompense en islam, une sorte d'assurance symbolique, assurance maladie, qui récompense par le martyr les pestiférés, ceux qui sont morts de la peste, ceux qui sont morts du choléra, ceux qui ont eu un accident, ceux qui sont morts sous un mur, par exemple, et ceux qui d'autres, Matoun, Sahib al-Hadm, Hassid. Et jusqu'aujourd'hui, ceux qui sont morts dans un accident de voiture sont considérés comme des martyrs, en Syrie par exemple. Donc, c'est un système d'assurance maladie symbolique en quelque sorte. On est récompensé quand on est victime d'une mort violente ou d'un accident. Donc il y a ça, il y a et je cherche du côté du fiqh, c'est-à-dire du côté du droit musulman, je ne trouve pas le fiqh, je ne trouve pas le hijr, je trouve le nikah, le contrat du mariage, qui n'a rien à voir avec le c'est l'équivalent du hijr, mais sans sentiment, sans passion, parce que le contrat du nikah, c'est-à-dire le contrat du mariage musulman, est construit et défini comme un usufruit sur le sexe de la femme.
dont l'objectif n'est pas de la création, mais la jouissance. La jouissance sexuelle, c'est très clair. C'est un contrat. C'est un contrat. C'est un deal. C'est un contrat. Et il y a le douaire, évidemment. La femme est récompensée par le douaire. Voilà, donc c'est là. Je m'intéresse à la transversalité. Plus j'essaie de voir les différents champs culturels. Évidemment, j'essaie d'éviter les anachronismes. Ce n'est pas la démarche d'un historien. Ah si, ça ressemble beaucoup. On reparlera si ça ressemble beaucoup. Mais justement, ce qui me semble... D'abord, ça ressemble beaucoup à ce que font les historiens. Cette démarche génétique ressemble beaucoup à la démarche historienne. Mais ce qui me semble aussi que tu fais d'une façon très efficace, c'est par exemple que tu arrives à démentir plein de clichés répandus. Bon, ta connaissance des textes le permet de le faire. Par exemple, tu démontes la question de la femme soumise ou passive, et même en creux, l'éternel féminin, le binarisme sexuel, par exemple, pour toi, ça n'existe pas. En tout cas, tu le démontes très bien. Et puis, tu arrives, pour le lecteur, à essayer de sortir l'islam du seul aspect du dogme religieux. Tu montres que c'est une culture très complexe, qui évolue avec le temps et qui est appropriée de mille façons. D'abord, des fois, elle est instrumentalisée, des fois, elle est détournée de diverses manières, par l'insolence, par la soumission, par la ruse, etc. Alors que, grosso modo, on pense que l'islam, il est polygamique, la répudiation règle tout, etc. Et toi, tu arrives effectivement, au milieu de ces stéréotypes, à introduire quelque chose d'autre, de beaucoup plus fin, qui permet de montrer aussi que c'est beaucoup plus complexe que ce que l'on croit, et que même le biologisme sexuel des auteurs musulmans, qui a construit tout ça dans les faits, dans les textes, dans les explications, dans le droit, dans les pratiques, eh bien, il y a autre chose. Moi, c'est ça que je trouve tu viens d'expliquer le titre. Voilà, alors... Parce qu'il n'y a pas de « et ». Bien sûr, puisque tu ne l'as pas fait, je me suis chargée de le faire. Alors, il n'y a pas de conjonction, ordre, désordre, parce que je pense que il n'y a pas... L'ordre est une fiction. Il est toujours miné. Il est toujours miné par certaines... L'ordre patriarcal est très bien construit. Vraiment, il est presque... il est admirable. Parce qu'on n'a pas oublié un seul détail de la vie des femmes. Tout est réglementé. Même les fuqaha se sont occupés même de la toilette des femmes. Est-ce qu'elle va au hammam ou non? Avec qui elle va au hammam, si le hammam est toléré. Ils n'ont pas... Ils ont tout réglementé. Mais les femmes ont toujours déjoué ces réglementations. Donc, l'ordre existe, mais il est en même temps miné par le désordre. Il n'y a pas l'ordre d'un côté et le désordre de l'autre. Non. Enfin, ce sont mes références à Derrida, peut-être, à le jeu dans la structure, parce que je n'aime pas le structuralisme qui nous a été enseigné à l'université. Donc, le même, il y a le verset numéro 34 de la sourate des femmes qui a conditionné, qui a été lourd de conséquences. Le verset qui institue l'autorité des hommes sur les femmes, qui concerne la vie conjugale. Et ce verset, de par ces exégèses, etc., ce verset politise la vie privée dans la famille musulmane au détriment des femmes, parce que dans ce verset qui dit les hommes ont autorité sur les femmes,
à la fin, il dit admonestez-les si elles ne sont. Enfin, il faut les dresser, ces femmes. Il faut qu'elles. Donc, c'est un verset qui énonce la supériorité des hommes sur les femmes, la supériorité ontologique et économique, parce que ce sont les hommes qui dépensent al-faqour, qui dépensent, qui entretiennent les femmes, et du coup, le même verset, hein, très long, hein, c'est l'un des versets les plus longs. Dans quelle sourate? C'est numéro 34. Et dans ce verset, il est dit que qu'il faut dresser les femmes, que les femmes doivent obéir à leur mari et qu'il faut les punir progressivement. Il faut commencer par les sermonner, ensuite ne plus cesser de leur faire l'amour, et à la fin il faut les frapper. Enfin, et les fuqahés, ils ont réglementé ça. Il ne faut pas quand même la frapper sur le visage, ça c'est interdit. Et puis, ce qui est interdit, c'est les coups qui laissent une trace. Il faut utiliser. Ils ont même ils ont désigné le bâton, les bâtons, le type de bâton. Il faut utiliser un bâton. Il y a des normes, même dans les bâtons. Oui, voilà, c'est normalisé. Enfin, il ne faut pas laisser de traces. Il peut. Parce que s'il laisse des traces, il ne pourra plus jouir par la suite. Enfin, ça ne sert pas à ses propres intérêts. Il abîme l'objet de jouissance. Voilà. Qu'est-ce que je me dis? Et donc, voilà, il y a l'infériorisation, mais il y a aussi une spatialisation. Les normes de genre sont spatiales parce qu'il est dit clairement, la langue arabe le dit, le Coran aussi, qawam, c'est-à-dire c'est la verticalité, et les femmes sont dites taht, pour une manière de dire que la femme est mariée, une femme est l'épouse d'un tel, on dit en arabe tahta foulé, elle est sous. Et une formule était utilisée par le père de la mariée, pouvait dire au mari afrashtuka karimati, c'est-à-dire que afrashtuka manta, je te la donne comme lit, enfin littéralement le firage c'est le lit, donc je te donne ma fille comme lit pour toi. Donc c'est clair. Et puis alors moi j'ai analysé le qawam à partir de la langue arabe, parce qu'il y a le dieu qawam, qayoum, c'est la même racine qawama, qui signifie la lumière, qui est une racine très phallique, très avec l'évocation du soleil, de la lumière et de la verticalité, du pouvoir, du savoir qawama. Ça donne Allah Qayyum et ça donne l'homme, le sous-dieu Qawwam. Et c'est clair, les femmes sont Qawa'id, ça veut dire c'est la position assis, la position donc oui, assis qui désigne la femme et la position de la femme dans la famille, dans la société. D'ailleurs, qawa'id, dans le Coran, ce sont les femmes qui ne sont plus fertiles et qui, du coup, sont autorisées à ne pas mettre le voile. C'est dit dans le Coran, on cache ça. C'est l'un des versets qu'on cache, que
que les religieux ou bien les Les prêcheurs. les prêcheurs cachent. Mm. Je pense qu'il est dans la sourate des lumières. Des lumières. Si c'est pas Nour, sourate Nour, ce sera l'Ahzab. Parce que il y a tous les versets qui parlent du voile des femmes se trouvent soit dans les partitions, la sourate des partitions, soit dans la sourate de la lumière. Alors, la sourate de la lumière parle du rimar, donc du foulard. La sourate des partitions parle du voile écran qui sépare, c'est le hijab, qui sépare le voile, donc à ce qui institue le gynécée, qui sépare l'univers des hommes de celui des femmes. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, parfaitement. Tu es allé plus loin. En tout cas, merci beaucoup pour ces références coraniques, parce que c'est pas à la portée de tout le monde. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans tes lectures, en tant qu'historienne, c'est que, comme je connais très superficiellement le Coran, j'aime beaucoup justement cette façon que tu as de mettre en perspective les sources, soit le Coran comprises, et des différentes périodes dans lesquelles les textes ont été choisis. Et de ce point de vue-là, je trouve que tu travailles un peu comme dans l'anthropologie historique, si tu veux. Tu as parlé tout à l'heure de cette façon de rentrer par les fragments, par les micro-détails, et ce retour sur les indices que tu, à mon avis, que tu investis très très bien. Et moi, j'aime beaucoup cette empirie que tu as introduit justement dans la lecture du Coran, parce que c'est exactement ça qui rend le texte coranique vraiment accessible pour le lecteur contemporain. Et ça, je trouve que c'est un travail extrêmement important. On le sacralise tellement, ou bien en général, on reste dans le formel, soit le Médiniya ou le Makkiya, etc., etc. On parle toujours aussi des incohérences à l'intérieur du Coran. Et toi, au contraire, tu donnes une cohérence assez, en tout cas pour le lecteur profane que je suis, je trouve que tu donnes une très grande signification. Mais moi, j'aimerais bien que tu retournes sur un des plus jolis textes qui en tout cas qui montre ta démarche pour que ça soit un peu, pour que tu donnes envie un peu aux gens de le lire. C'est la question, le texte sur les manches de chemise, par exemple. Ça, c'est très Oui, intéressant. alors, c'est une mode très curieuse qui a été lancée par les femmes de la haute société à l'époque des Mamelouks. Donc, c'était au XIVe siècle. Et après une investigation, c'était pour moi comme une enquête policière. Parce que c'est énigmatique. القمصان ذات الأذرع الطويلة et donc les tuniques plutôt, plutôt tuniques aux manches très longues et une répression policière et policière dans le sens hasba, c'est-à-dire la police d'Octon, ça s'appelait, c'est l'équivalent de la police, une très forte répression. Les mouftis se mêlent de cette histoire et même le sultan. Tout le monde donc s'intéresse comme aujourd'hui. Ils sont donc aveuglés par le corps féminin. Et donc ils interdisent. Il y a eu des fatwas qui interdisent cet habit et qui interdisent les accessoires qui vont avec. Les accessoires, des chaussettes très luxueuses, etc. Soi-disant parce que c'est trop riche, c'est trop luxueux, ça coûte très cher. Mais c'est pas vrai. Quand j'ai bien cherché, quand j'ai avancé dans mon enquête, j'ai découvert d'autres faits du genre. Tout d'abord, ces femmes étaient en quelque sorte un peu dévergondées parce qu'elles ont donné, voilà, tous les discours qui nous sont parvenus sur cette mode sont des discours d'hommes.
est tenu, comme d'habitude, et des discours tenus selon un point de vue très masculin. Parfois, ils ont un peu de sympathie, de compassion envers les femmes, parce qu'ils jugent que le châtiment est trop est disproportionné, parce qu'on est allé jusqu'à tuer ces femmes. Mais c'est toujours, ils épousent, les historiens, tous les historiens épousent le point de vue masculin qui est interdit. J'ai trouvé un seul petit détail qui révèle le point de vue des femmes. C'est le nom que les femmes, tout en s'amusant, ont donné à cette mode. Et ce nom, Bahtala. qui est donné Bahdala. Moi, j'ai habité en Égypte, j'ai passé 5 ans en Égypte. Et quand j'ai fréquenté évidemment des Égyptiennes, et quand une Égyptienne, pour dire que c'est drôle, que c'est indécent, bahdala en français. Donc c'est un mot qui veut dire dévergondage, il y a des poèmes du XVIe siècle qui évoquent le mot. C'est la débauche, le dévergondage, le manque de sérieux, voilà. Donc, c'est ça, c'était le point de vue des femmes, exprimé par le nom qu'elles ont donné à cette mode. Et puis, il y a d'autres faits que j'ai découverts, c'est que ces femmes, en ayant des tuniques avec des manches très très longues, laissaient voir leur corps. Parce que la manche est très longue. Et quand elles levaient le bras, évidemment, on pouvait voir le corps. Donc, elles défiaient au fait le voile vestimentaire, les voiles qu'on leur imposait. Mais tout ça, les fuqaha n'en parlent pas. Ils disent, c'est trop cher. On interdit parce que c'est trop cher. Mais on trouve chez un historien qui s'occupe, un des historiens égyptiens, on trouve ce détail qui parle du caractère érotique de cet habit. Bon, ça a été réprimé, mais 30 ans après, une autre génération de femmes a relancé le mode. Et puis moi, je trouve peut-être des traces de cette mode dans les contes populaires, parce que dans les contes que j'écoutais quand j'étais enfant, on parle toujours des الأكمام كي كنت في زماني وزن زماني وخذيت ولد عمي الحقاني ونهز طنجرة بكمامي. Alors طنجرة بكمام, il faut que ces manches soient longues. Donc la longueur des manches, c'est le signe du confort, du luxe. Bon, et puis j'ai montré que, au fait, un des califes abbassides a lancé cette mode masculine, parce que c'est donc les femmes en même temps se sont emparées au fait d'un des symboles du pouvoir en même temps. Bon, oui, alors aujourd'hui, on parle beaucoup de posture féministe. Et moi, je trouve que ce mot est à la mode un peu dans le monde de la recherche aujourd'hui, etc. C'est pas... Mais toi, tu l'illustres parfaitement parce que tu as effectivement, on sent bien que tu prends, en tout cas, que tu prends le point de vue masculin sur le plan critique, tu vois, tu le mets quand même un peu à distance et tu relis un peu les textes. Avec je cherche les traces des femmes. Voilà. Je cherche. Et donc, quand je ne trouve pas la trace, excuse-moi, dans le passé, je fais comme font les anthropologues, je fais des analogies. Oui, alors tu fais des analogies, mais voilà, moi j'ai vu 2 exercices où tu le fais différemment. J'aimerais bien que tu reviennes dessus. D'abord, tu le fais dans ce conte populaire, témoigneront contre toi les petites bulles de la pluie, mais tu le fais aussi d'une façon un peu plus classique quand tu parles du fal, c'est-à-dire que comment est-ce que l'étalon, le symbole de l'étalon aussi lui-même est un symbole fabriqué. Donc tu le fais de façon
différentes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ces deux manières, parce que c'est deux textes qui sont très différents par l'approche, mais qui effectivement versent dans ce qu'on peut appeler la lecture féministe des textes. Oui, alors le mythe de ce que je pense que j'ai appelé le mythe de l'étalon, il y aurait comme une détermination masculine du pouvoir politique. Et je n'ai trouvé la trace chez un auteur bien connu, Al-Jahr, qui parle des animaux et qui, en parlant du pouvoir politique de l'imama, évoque la vie des animaux. Et il dit que pour les animaux, il faut qu'il y ait un seul étalon. Sinon, un étalon, c'est cet étalon. Oui, l'étalon. Et cet étalon est suivi non seulement par les hommes inférieurs, les mâles inférieurs à lui, mais aussi par les femmes. Les mâles, ensuite les femmes. Et j'ai trouvé la même métaphore chez un auteur arabe, égyptien célèbre, un des plus célèbres, qui a influencé une génération, même chez les Tunisiens, les auteurs tunisiens étaient influencés par lui. Comment il s'appelle? Je pense. Il était l'ami de Maïzied. Je me souviendrai de lui. Excusez-moi. Non, Ça revient. Gebran n'était pas un macho. Lui, c'était un gros macho. Gebran n'était pas macho. Non. C'est pour ça qu'elle est sympathique. Je vais le trouver, excusez-moi. Voilà. Abbas Mahmoud Al-Aqad. Ah oui. C'était une idole. Mais Abbas Mahmoud Al-Aqad, il reprend à sa manière le mythe de l'étalon. Et alors, mais l'étalon, c'est lui qui vainc qui triomphe sur les mâles pour avoir les femelles. Et donc, les femelles, je me suis dit, les femelles, les femmes sont écartées de la vie politique parce qu'elles sont l'objet de convoitise. Elles ne sont pas les rivales, mais elles sont l'objet de convoitise des mâles. Donc, c'est un peu la question de l'échange des femmes et de la difficulté pour les femmes d'être les rivales des hommes dans la vie, dans la sphère du politique. Bon, pour la تشهد عليك قبيبات الشتاء, alors c'est un conte pour adultes et pour enfants qui me faisait très peur. Je l'avais oublié et après la Révolution, après l'assassinat de Chokri Belaïd, je m'en suis souvenue parce qu'il s'agit de gouttelettes d'eau qui ont fini par révéler l'assassin, un assassin. Voilà. Et donc je me suis souvenue de ce conte juste après l'assassinat de Chokri Belaïd. Je cherchais peut-être, je rêvais de la révélation du véritable assassin de Belaïd. J'ai publié une annonce étrange. Rajab Islam cherche un compte. Voilà. Je cherche un compte sur Facebook, sur ma page Facebook. Qui, parmi vous, se souvient d'un compte qui s'appelle Tishd Alik Bibet Shté. J'ai eu la réponse. J'ai eu le compte, donc je l'ai interprété comme
comme un conte qui parle de la solidarité entre les femmes, permettant de dénoncer justement l'assassin des femmes, une sorte de barbe bleue, euh, mais musulman, un barbe bleue. Voilà. C'est quelqu'un qui a tué une première femme et qui est allé devenir un serial killer des femmes, mais qui a arrêté par une femme, la deuxième, qui l'a dénoncée parce que la première avait dit, elle avait prédit qu'il allait être dénoncé par les petites côtelettes de pubis, par les petits objets insignifiants. Donc l'insignifiant, c'est en quelque sorte le féminin face au masculin monumental et au pouvoir masculin. Donc je me suis dit que ce conte peut être considéré comme un mythe de la naissance du féminisme. Parce que le féminisme, c'est la solidarité entre les femmes qui rétablit la loi et qui institue qui revendique donc rétablir la loi, d'abord parce que la seconde épouse n'a pas été assassinée, plus maligne, donc renseignée aussi par l'histoire, l'histoire et le triste sort de la première épouse, est allée voir le cadi. Donc, est allée voir un tiers, l'instance tierce, donc l'État. Et quand j'ai écrit ce texte, c'était la conjoncture de 2013. Et les femmes et les féministes, on s'est rendu compte de l'importance de l'État pour protéger les femmes. Voilà, je pense que tous ces exemples-là, je voulais que tu en parles avec les exemples à l'appui, parce que je trouve qu'à la fois, tu te démarques de ce qu'on appelle le féminisme classique, tu te démarques de l'islamologie classique, tu te démarques même de la psychanalyse à l'occidentale, même si tu es très déridienne et tu le revendiques. Et surtout, j'ai l'impression, mais tu me... Oui, mais c'est des subtilités qui m'échappent. Mais ce qui me semble aussi important, mais tu me diras si j'ai raison ou pas, j'ai l'impression aussi que tu démontes avec une vérité éclatante l'idée d'un féminisme islamique. Voilà. Est-ce que je me trompe? Parce que tu ne le dis pas ouvertement, mais c'est ce qui ressort. Bah, je l'ai dit lors du séminaire des Bernardins. C'était un peu choquant parce que le féminisme islamique est très en vogue, très prisé par les instances de l'ONU, les sphères, parce que c'est un féminisme en fait culturaliste qui rassure les musulmans, qui rassure les bailleurs de fonds, qui rassure. Bon, à mon avis, j'ai été peut-être un peu cruelle envers, un peu dure dans mon jugement. Je trouve que, premièrement, ce féminisme n'a pas impacté la réalité des femmes. Il n'a pas les arguments, les plaidoyers des féministes musulmanes ne sont pas repris dans les sphères publiques dans nos pays. Non, c'est pas ça. Donc il y a soit les féministes laïques, soit les islamistes. Donc c'est un féminisme de salon, enfin, qui est pratiqué dans les salons, je pense. Je me trompe? Non, mais il est accusé de... C'est une déstigmatisation de ce Et féminisme. à mon avis, il peut pas devenir important, il ne peut pas influencer les défenseurs des droits des femmes parce qu'il est construit sur des contre-vérités et des mensonges. Et surtout un manque de connaissance des textes. Et un manque de connaissance des textes. C'est ça le plus important, je pense. Donc, c'est un peu ta démarche et ton apport. On ne dit pas la vérité sur les textes.
on cache des dispositions, des versets comme celui auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. Et donc, ça ne peut pas marcher. Voilà. Alors, moi, je préfère de loin la posture de Tahar Hadid. Il est unique. C'est pas parce qu'il est tunisien, mais Tahar Hadid est honnête. Il dit clairement, l'islam n'a pas institué l'égalité entre les hommes et les femmes, mais il pourra le faire, et puisque il y a une aspiration à la justice et à l'équité, etc. Je préfère cette posture. Et c'est lui, et cette posture peut inspirer et je pense qu'elle inspire actuellement les activistes des 3D, parce qu'on commence à... Il a été réhabilité après la Révolution. On ne le connaissait pas assez, il n'était pas suffisamment enseigné. Bourguiba était jaloux de lui. Donc, moi, je l'ai découvert à l'université. On n'a pas étudié au lycée Tahar Hadid. Il vient d'être réhabilité. c'est vrai qu'il a été réhabilité dans les années 60 par la revue Tajdid et qu'il est entré dans les programmes scolaires beaucoup plus tard. Tu as raison de dire, en tout cas, c'était le background de pensée de Bourguiba, mais Bourguiba a utilisé ça politiquement, donc il était, je ne dis pas un peu normal qu'il cache un peu la source de ses inspirations. Alors, on sait que tu enseignes à la Manouba dans le genre. Et je voudrais savoir, est-ce que cette démarche-là que tu viens de nous montrer dans ton ouvrage, est-ce qu'elle est courante dans tes travaux? Est-ce que tu l'as rencontrée en cours de route? Et est-ce que tu la mets en application dans ton enseignement sur le genre, justement, à la Manouba ou ailleurs? Oui. Certains des articles de l'ouvrage proviennent de mes cours au master genre. Donc, et comment réagissent tes étudiants ou tes étudiantes? Est-ce que ça les inspire? Est-ce qu'il y a des travaux qui peuvent être inspirés par cette démarche? Parce que ce qui est, bon, je trouve, moi je suis pas peut-être très renseignée, mais je trouve pas que cette démarche soit très courante dans les travaux aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que je te pose la question. Bon. Oui. C'est vrai. Bon, certains de mes étudiants. On verra Tout d'abord, nous avons des étudiantes, plus que des étudiants. Elles manifestent une résistance au début, mais face à l'argument textuel, elles finissent par se débarrasser de tous les stéréotypes appris chez les féministes islamiques. Elles finissent parce qu'au début, on avance, c'est un mécanisme de défense. Enfin, le féminisme islamique est construit à partir de mécanismes de défense dans le déni. Le déni, l'éclectisme, il y a un mécanisme de défense qui s'appelle aussi l'isolement. On isole deux réalités différentes. Et donc, les mécanismes commencent à se défaire petit à petit. Donc, à la fin, mais il y a toujours du respect. Et il y a toujours... Je suis contente de pouvoir enseigner à l'université tunisienne sans avoir... sans être traitée de mécréante, sans avoir de censeur aussi. Et il faut dire que ce n'est pas après la Révolution, même avant. Oui, parce que le master genre a commencé bien avant. Oui, voilà, j'ai donné presque les mêmes cours en 2005, 2004. J'ai enseigné la question du voile en islam et
je n'ai jamais eu de problème de, 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 avec mes étudiants. Même, ça m'est arrivé d'avoir même des salafistes, mais il suffit de discuter calmement et de respecter l'adversaire. Enfin, l'adversaire. Un étudiant peut être un adversaire, il suffit. Alors, pour un pédagogue, je pense, il y a une solution magique, c'est de respecter. Le respect. Il suffit. Et lui, quand il sent que tu le respectes, que tu l'écoutes, que voilà, il est transformé. Et bon, c'est l'enseignement qui nous transforme. Moi, je suis transformée et mes étudiants. Je pense que la pédagogie, dans son essence, c'est la capacité d'être transformé par le savoir et d'inciter les apprenants à être transformés dans cet échange. Voilà, je sais pas, c'est l'étymologie de pédagogue, c'est quoi? Accoucheur? Oui, je crois. Bon, c'est différent, c'est pas biologique. Pédiatre. Voilà. En tout cas, bon, je trouve que c'est un essai qui est plein d'hypothèses, il est plein d'arguments, il est plein aussi de déplacements de sens et en même temps, je crois qu'il donne envie justement de retourner un peu à ces textes qu'on croit anciens et qui ont dit leur dernier mot. Eh bien, ces textes, ils n'ont pas dit leur dernier mot et tu arrives au contraire à les faire. C'est pour ça que je te demande quel impact ça peut avoir sur des jeunes étudiants, sur de nouveaux esprits, sur des gens qui, en 2021, aujourd'hui, qui doivent aussi sortir un peu des cadres convenus. Pour ne pas te cacher une réalité, c'est que, enfin, ce ne sont pas mes étudiants à moi seulement, parce que c'est une équipe, le Master Jean, mais je les ai vus dans la rue. Une bonne partie de ceux qui ont tenu tête aux policiers et qui ont, avec Khmer, on s'est dit qu'il s'agit d'une nouvelle, c'est elle qui m'a dit qu'il s'agit peut-être d'une nouvelle pensée politique. Effectivement, c'est une pensée politique qui n'est pas fondée sur les priorités, comme celle de la gauche, de la vieille gauche. La gauche ils te disent c'est pas le féminisme, c'est pas maintenant, c'est la lutte des classes d'abord, ou bien les libertés individuelles, c'est pas maintenant, c'est après la libération. Donc ce sont là, c'est une nouvelle génération de femmes, d'hommes, de filles, de garçons, ils sont jeunes et qui revendiquent en même temps la justice, l'égalité et les libertés sexuelles, entre autres. Liberté, le droit d'être autre et le droit d'être digne et d'être différent. Et donc, ça m'amuse de découvrir leur vocabulaire différent du nôtre, parce que j'entends une de mes étudiantes me dire elle, c'est une militante queer, voilà, queer, ou bien une militante enfin, post-colonialiste, etc. C'est un nouveau vocabulaire, une nouvelle pensée politique. Donc, j'en ai vu plusieurs, donc à l'avenue de Bourguiba. Tu parles des dernières manifestations? Oui, et il y en a qui sont très actifs. Donc, c'est pas grâce à nous, mais bon, il se trouve que une bonne partie de ces jeunes-là sont nos étudiants. C'est pour ça que j'ai invité Monia à venir à rejoindre la commission de ce master. On va finir peut-être par quel est l'avenir un peu de ce bouquin. Est-ce qu'il est vendu? Est-ce qu'il va y avoir, est-ce qu'il est lu? Est-ce qu'il est discuté? Est-ce qu'il est traduit? Est-ce que tu vas le traduire? Est-ce qu'on te demande de le traduire? Est-ce qu'il va y avoir une autre édition? Quel est l'avenir proche de ce bouquin? Il se vend en PDF et du coup, je pense qu'il deviendra plus accessible parce que le PDF, on ne le contrôle pas. On ne contrôle pas la vente des PDF. Ça me fait plaisir parce que
parce que c'est l'objectif. C'est l'objectif. En Tunisie, on ne publie pas de livres pour avoir de l'argent. Moi, j'ai demandé à mon éditeur de le traduire vers l'anglais. J'espère qu'il tiendra à sa promesse. Il n'y a pas de raison. Et est-ce qu'il est discuté? Est-ce que tu es invité à Mais il Parali sera RMC? peut-être. Est-ce que le bouquin est discuté? Est-ce que tu es invité à Parali RMC? Est-ce que tu le présentes? Est-ce qu'il y a un débat autour de ce bouquin en ce moment? Je sais qu'il y a la Covid, mais bon, c'est juste pour sonder un peu l'atmosphère. Oui, c'est peut-être la 3e fois qu'il est. Oui, c'est pas Moi, mal. je ne dis pas que c'est un livre. Enfin, c'est pas un livre, oui. Rava. Pas tout de suite. C'est Charlie. On finit dans 2 minutes. C'est pas un livre populaire. C'est pas un best-seller. Il ne le sera jamais. Mais bon, je suis contente qu'il soit, qu'il y ait ce débat, par exemple, aujourd'hui. Et la prochaine fois, ce sera pas Ahmad, parce que jusque-là, c'est ma présentatrice officielle. Je suis ton faire-valoir consacré. La prochaine fois, ce sera Monia. J'espère qu'il y aura d'autres présentations avec d'autres présentateurs, présentatrices. D'accord, mais d'abord, on va peut-être clore parce qu'on est en Facebook Live et qu'on doit interrompre la transmission. Si tu as envie de dire quelques mots, puis on va ouvrir le débat avec la salle. Tu veux dire quelques mots pour je remercie l'IRMC aussi là d'avoir donc organisé cette présentation. Je remercie encore une fois Kamar qui a peut-être lu le livre peut-être trois fois. Elle l'a lu pour une première lecture. Parce que c'est une véritable éditrice. Oui, mais il y a beaucoup de fautes. J'ai laissé passer beaucoup de fautes. Elle l'a lu une 2e fois pour le présenter à Hamané. Et je pense qu'elle l'a lu plus que moi, voilà. Mais toi, tu l'as écrit, c'est pas pareil. En tout cas, merci beaucoup d'être venu le présenter et en parler. On donne la parole. Oui, bien sûr, on ne va pas la brimer. Ne t'en fais pas. C'est juste pour qu'on va clore. Oui. Très bien. On va d'abord juste une seconde pour qu'on puisse d'abord fermer. Donc, oui, alors merci beaucoup pour votre attention. Je ne sais pas qui le regarde, mais je remercie surtout Rajé pour cette présentation très vivante de son bouquin qui est effectivement très intéressant à lire et très vivant. Voilà. Merci beaucoup. Allez, maintenant, on va ouvrir le débat. Parce qu'on était en Facebook Live Voilà. Donc tu as la parole. Tu as la parole la première. Vas-y. Non, c'est une petite question. Quand tu parles d'ordre, tu parles évidemment de l'ordre patriarcal. Oui. Et le désordre serait au sein de cet ordre lui-même. Oui. Puisqu'on reconnaît à la femme une sexualité, une jouissance sexuelle qui vient elle-même casser l'ordre patriarcal du fait qu'elle est incluse dans le discours. Même si le discours est un discours religieux, même si le discours est un discours masculin, le fait d'introduire, même si c'est dans le but de réprimer, est-ce que ce n'est pas ça qui permet une ouverture possible par rapport au texte comment appeler, antiféministes, oui. Je ne sais pas si le mot est heureux, qui donne l'occasion de pouvoir faire cette enquête. N'est-ce pas là une brèche possible pour casser cet ordre intérieurement? Voilà. Oui, tout à fait. Je pense que les femmes représentent une force subversive, une force de subversion. Représentées, du moins. Par exemple, le prophète de l'islam se méfiait beaucoup des femmes. Il a été. Les femmes l'ont fatigué. Elle voulait l'égalité dans le partage. Elle voulait leur part du butin de guerre.
Il y a eu un verset qui leur dit, bon, ce sont les hommes qui font la guerre, pas vous, donc restez tranquilles. Elle voulait l'égalité dans l'héritage, déjà, d'après les sources, à l'époque du prophète. En plus, il y a la mascarade hystérique que le prophète ne supportait pas parce qu'il était happé, parce que, bon, maintenant on n'est pas en live, il était très jaloux. deux versets, les deux sourates qui parlent du corps des femmes ont été inspirées. L'une par la question de Aïcha, elle a été accusée d'adultère, hadith al-Ifk, sourate al-Nour, et l'autre, sourate al-Ahzab, a été inspirée par Zaynab bint Jahsh, et la femme de son fils adoptif, qui lui a beaucoup plu et qu'il a épousé, et c'est de là qu'il a interdit aboli l'adoption. Donc il y a un féminin insupportable et toujours subversif qui a trait à ce qu'on appelle la mascarade féminine, c'est-à-dire le désir chez les femmes de mettre leur corps en valeur. C'est pour ça que donc on trouve des dizaines de hadiths qui parlent de la'anallahu al-mutanammisat, la'anallahu celles qui yahsru hijabhum, la'anallahu qui mettent des perruques, parce qu'à l'époque il y avait des perruques, etc. Donc c'est ce féminin-là qui dérange déjà au sein de l'ordre patriarcal et qui ne pouvait pas être cadré. Parce que l'ordre est là pour cadrer, mais on peut pas. Elles sont contrôlées, eh bien, elles inventent leur propre rite parce que qu'est-ce qu'elles font, les femmes, dans les cimetières? Il y a beaucoup de femmes qui pratiquaient la sorcellerie. C'est pour ça qu'on a interdit aussi la visite aux femmes, la visite des cimetières. Et dans les hammams, les fuqaha ont interdit les hammams parce qu'ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est un univers. Là, on peut les contrôler, mais dans un endroit où il n'y a que des femmes, comment peut-on faire? Donc, c'est pas facile de réprimer les femmes. C'est pas facile d'être un homme. D'autant plus que, et quand on est jaloux, alors, et la jalousie est une valeur morale. Celui qui n'est pas jaloux est considéré comme dayous, un terme intraduisible. Le dayous, c'est celui qui n'est pas jaloux. Donc, à l'époque, il faut être jaloux. Or, donc, et puis les femmes, en plus, elles pouvaient plus ou moins, malgré la misère médicale, eh bien, elles pouvaient plus ou moins contrôler leur grossesse. Et déjà, et les fuqaha se demandaient, mais qu'est-ce qu'elles faisaient pour arrêter les grossesses? Donc, les femmes échappaient toujours à cet ordre patriarcal. Enfin, plus ou moins, mais... Il y avait toujours une stratégie de contournement. Voilà. De toute façon, quand vous fermez une porte, il y a toujours la fenêtre. Voilà. Les 1001 nuits le prouvent. L'histoire de Shahraya et de son frère le montre. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai répondu à ta question là-bas. Moi, je voulais s'arrêter plus sur le discours en tant que tel, sur le discours masculin, avec l'introduction dans ce discours du corps des femmes, pas du comportement des femmes dans un débat patriarcal, du discours masculin. Tu vois? Oui, oui. Enfin,
on est ambivalent envers le corps de la femme. Il est objet d'attrait, mais en même temps, c'est un corps qui est habité par le démon. Mais d'autres questions? C'est des sorcières, après tout. Elles restent des sorcières. Et c'est en Occident comme en terre d'islam, c'est pareil. Je sais pas, on en discutera une autre fois. Je serais mieux inspirée pour te répondre. Voici là. Quelqu'un? Donc, Voici la plus khawla, oui. Pardon. alors moi, j'ai pas encore lu ton livre, pour te dire que je vais m'apprécier. Je vais l'acheter parce que Plus fort, s'il te plaît, on ne t'entend pas très bien. Je disais que je n'ai pas encore lu ton livre, et je vais m'empresser d'aller l'acheter parce que. Non, je te l'offrirai. Non, mais je t'en prie, il faut quand même faire marcher un peu pour revenir à la narration. Déjà que tu as expliqué que tu veux mettre le PDF gratuit. Pas moi. Sur qui? On a encore besoin de lui, il ne faut pas qu'on le lise tout de suite quand même. Donc, si j'ai bien compris, tu as utilisé des textes de différentes périodes avec des natures de textes très différentes, aussi bien des textes poétiques que des textes littéraires, que des textes de droit. Historique. Des textes historiens. Voilà. Donc, ma question était d'ordre plus technique, sachant qu'on a des problèmes en termes de dictionnaire de linguistique historique en arabe et que chaque mot peut beaucoup changer en arabe comme en français. C'est-à-dire que même aujourd'hui, le sens qu'un mot peut avoir dans la langue française du français de France n'est pas le même que le sens que peut avoir un mot dans la langue française parlée par les Québécois ou par des Suisses ou par des Belges, peut avoir des divisions très grandes. Alors, a fortiori, quand on passe d'un registre à l'autre ou d'un siècle à l'autre. Comment tu peux justement, sachant que, à part ma connaissance, je ne suis pas une spécialiste des choses, à part le dessin arabe qui remonte au XIIIe siècle, on a beaucoup de mal à définir le sens précis d'un mot. Et finalement, le même mot ne veut pas forcément dire la même chose en fonction des différentes périodes. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, a été un des éléments qui a été une difficulté pour pouvoir justement écrire à travers le même mot, à travers des siècles et à travers les différents types de registres ou pas? Comment est-ce que tu as pu surmonter cette difficulté? Alors, pour le Coran, je me réfère aux exégètes les plus anciens. Parce que je me dis, je ne suis pas la seule. Tabari est l'un des plus anciens. Donc Tabari, plus d'autres, on peut croiser les exégèses pour trouver vraiment le sens le plus proche de l'époque du prophète. Alors l'idée étant bien évidemment que ton idée était de prendre la traduction du mot telle que la plus proche possible de l'époque de son émission, et non pas le sens qu'il avait par ses locuteurs à un moment donné. Les locuteurs, ce qu'il y a, mis à part les exégèses, il y a ce qu'on appelle asbab al-nuzul. C'est-à-dire les causes de. C'est la mise en contexte. Et ça nous permet ça nous rassure un peu quand tu retrouves la même histoire ou la même explication chez plusieurs exégètes. J'ai peut-être mal exprimé, c'est-à-dire que toi, le sens que tu utilises, c'est le sens, on va dire, des mots tels qu'ils pouvaient être dans les 2-3 premiers siècles de l'islam. Voilà. Ça, c'est une chose. Ça, j'ai bien compris. Par contre, quelqu'un qui va utiliser ce mot-là au XVIe siècle, par exemple, lui, il ne l'utilise pas forcément de la même manière qu'il était utilisé au début de l'islam. Toi, tu es suffisamment conscient du fait que les mots ont une histoire. Mais les gens sur lesquels tu travailles quand ils vont écrire n'ont pas forcément conscience de ça. Et alors, eux le comprennent. Et d'ailleurs, c'est tous les malentendus d'aujourd'hui
Oui, Donc, aujourd'hui, les par gens, exemple, utilisent, mais ces malentendus d'aujourd'hui, ce sont des malentendus qui peuvent déjà exister au XVIe siècle ou au XIVe. C'est-à-dire que les gens ont perdu le sens initial. Toi, tu es une scientifique, donc tu sais très bien que si jamais tu parles pour les premiers siècles de l'islam, c'est une chose, mais ces autres personnes n'ont pas forcément de notion de oui. ça. Tu vois. Alors, s'agissant du Coran et des exégèses, il y a un appareil très rigoureux. Oui, pour eux, mais je te parle justement que tu as utilisé par exemple des textes de poésie. Si, par Pour exemple, les poésies, tu vois, c'est tu différent. vois, ou pour les historiens, Pour les, tu vois, la poésie, c'est plus variable. c'est ça. Et je fais l'histoire des pensifs. Les pensifs pour la poésie, c'est les pensifs. Et les pensifs changent. Mais le sens des versets chez les exégètes jusqu'à l'époque moderne ne change presque pas. Le texte était très protégé contre le temps, contre l'histoire et contre le temps. Donc il y avait ce traité de la mise dans le contexte historique, Ça, je suis tout à fait d'accord. Ça, ce sont les spécialistes et tu trouves la même explication. Ça, De Tabari jusqu'à Baïla. Parce qu'ils sont spécialistes de religieux. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui écrit en utilisant ce vocabulaire sans être un spécialiste du religieux, lui, il n'est pas forcément au fait de tout cela. Donc, un traité d'un historien, par exemple, là, je n'ai pas lu le livre, donc je ne peux pas savoir vraiment, c'est une question plutôt générale sur l'origine et l'usage des mots. Un historien du XVIe siècle qui va écrire et utiliser un terme de référence coranique n'a pas forcément le sens précis, parce que lui, bon, il n'est pas écoute, instruit. je pense qu'ils se sont arrangés pour que les termes coraniques ne changent pas de sens. Jusqu'à l'âge moderne, jusqu'au féminisme islamique qui se... Alors là, au 20e, 21e siècle, on se met à dire pour la première fois, Ezribuhunna, ça ne veut pas dire battez-les. Non, ça veut dire autre chose. C'est une aberration parce qu'on ne trouve nulle part chez les exégètes, depuis Tabari jusqu'au Baïza. Une grande stabilité. Une grande stabilité parce que c'était voilà, les femmes étaient interdites d'exégèse. C'était une affaire d'hommes. Il y avait tout le monde n'était pas permis. On a un groupe, on a des savants qui ont le monopole du texte, de son interprétation, exactement. De sa compréhension. Donc, on peut faire l'expérience, on peut prendre un verset et son exégèse et voir à travers plusieurs siècles. C'est ça. J'ai fait cet exercice. Eh bien, on trouve pratiquement les mêmes propos qui se répètent. Les femmes étaient autorisées à transmettre le hadith. C'est pour ça qu'il y avait des shaykhat à l'époque des Mamelouks. Khalid Bachir les a étudiés. Mais l'exégèse, c'était pas donné. C'est au XXe siècle que les femmes se sont attelées à l'exégèse. C'est-à-dire tout un chacun, à partir du moment où la personne elle sait lire et elle écrit, elle est capable de penser qu'elle peut comprendre ce texte. Et c'est ça la grande difficulté. Oui. Maintenant, bon, il n'y a pas il n'y a pas d'église, mais en islam, il n'y a pas d'église, mais il y a l'équivalence. L'équivalent il y a un système, un appareil, des dispositifs qui permettent de défendre l'interprétation des textes. Mais il explose au XXe siècle. Voilà, ça a explosé, évidemment. L'alphabétisation, avec l'accès à l'écrit, à la lecture de tout le monde, et du coup, tout le monde s'auto-investit et lit ce texte avec ses connaissances de l'arabe d'aujourd'hui, alors qu'on a affaire à un texte qui remonte à plusieurs siècles, dont les mots ont eu un sens et dont le sens a changé, forcément. Et dont les gens n'ont pas conscience aujourd'hui. Enfin, depuis 100 ans, donc on a parlé d'une historienne, 200 ans, c'est aujourd'hui toujours. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, je suis plus attentive quand il s'agit de poésie ou de vocabulaire amoureux. On voit très bien l'effet du temps. L'effet du temps. Vous savez que les versets ne sont pas
présentés selon un ordre chronologique, justement pour que le texte sacré échappe au temps et échappe à l'histoire. On a fait exprès. Alors moi, c'est pas l'interprétation que j'ai vue d'historiens. Mais les historiens disent que c'est pas fait exprès. Alors ils disent au contraire que ça correspond à une logique de classement des textes non religieux à l'époque. Moi, c'est ce que j'ai pu lire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté ni de déstructurer, en tout cas que la logique chronologique n'est pas quelque chose qui est évident pour eux, mais ça correspond à du plus court au plus long, ça correspondait à une logique que l'on pouvait retrouver dans des textes pré-islamiques et que c'était cet ordre-là qui avait été choisi. C'est ce que j'ai lu. Il y avait les annales quand même. Les annales étaient obéissaient. Mais pour ce type de texte, enfin, je ne sais plus, moi j'ai lu des historiens, des islamoologues allemands, anglais sur ces sujets-là. Disons que ça nous déstabilise, nous, hommes du XXe siècle, et peut-être avec une logique chronologique, mais que c'est un ordre qui était courant. Cette idée de ce montage-là n'est pas spécifique au texte coranique. On peut le retrouver dans de la documentation pré-islamique. Oui. C'est pas mal. Oui, c'est possible. Oui, en tout cas, il y a un historien de l'école pratique des hautes études, un Iranien d'origine, qui dit, lui, qui a une hypothèse, il dit que d'abord que c'est pas volontaire, mais que c'est un état figé de ce qu'on a trouvé et qu'on n'a pas voulu réordonner pour faire vite et pour que Ahmed s'attribue le... Et ça, c'est très plausible aussi parce que le pouvoir va vite et donc prend ce qu'il y a, fige la copie qui est... La grande tendance aujourd'hui, de ce que j'ai pu lire moi, c'est que nous sommes dans l'idée de la version ahmadienne dans l'histoire sainte et pas dans l'histoire. Oui, bien sûr, mais c'est pour dire. Il n'a pas été fixé à ce moment-là, mais bien après, et que la logique, ça veut tout simplement dire qu'on n'en sait pas. On n'en sait pas, Il y a plusieurs hypothèses. Moi, je parlais de ça comme une hypothèse. De toute façon, je ne connais rien du tout. Mais encore une fois, c'est une explication de l'historien qui explique justement l'intervention du politique, du pouvoir, comme une intervention prise par le temps, de figer la copie qu'ils ont trouvée. Donc, il n'y a pas de travail, il n'y a pas du tout de choses qui peuvent être... De toute façon, même dans les identifications, il n'y a pas de point diacritique. Voilà. Donc, ça veut bien dire que c'est bien plus tard que les points diacritiques ont été fixés. Oui. Et on voit bien sur les versions, les palimpsestes les plus anciens, on voit bien que les points ont été rajoutés, les points diacritiques ont été rajoutés après. Donc là, il y a tellement, ça fait complètement raisonnant. Khaoula, une question et puis on te lâche. Très simple et rapide. Merci beaucoup pour la présentation. C'est passionnant. Je n'ai pas encore terminé la lecture du texte de livre, mais je suis vraiment très intéressée par le relire. Terminer la lecture, on le relire aussi. C'est par rapport à l'authenticité des hadiths. Vous utilisez les traits de hadith, y compris le hadith de H, sur lequel on commence à parler de. Alors, est-ce que vous avez vérifié ces... Parce qu'il y a toujours un certain débat sur l'authenticité des hadiths, etc. Et sur, comme les critiques portées sur les écrits de Fatwa Denis par rapport à... J'ai pas la... Oui. On va prendre aussi la question de monsieur. Oui, Moi, tout simplement, j'ai du mal à comprendre, peut-être que j'ai mal compris, pourquoi vous dites, vous l'avez dit deux fois, le verset 34, pourquoi ne pas assez mis en avant? Vous avez dit c'est fait exprès, alors qu'il entérine le discours patriarcal. Oui. Avec une base religieuse. Non, c'est un des versets, un verset qui est considéré comme qa'da shar'iyya. Qa'da shar'iyya par les exégètes modernes, parce que c'est fondamental. Il est le numéro 34. Il se trouve qu'il n'est pas au début du verset de la sourate, mais il est important. Alors, pour ce qui est des hadiths, c'est clair que ce sont des textes, ce qu'on appelle des inventions pieuses. C'est des textes apocryphes.
qui ont été inventés au IIIe siècle de l'Égypte. Mais moi, je m'y réfère parce que il y a la référence directe à l'histoire, mais il y a la référence à la mentalité, aux représentations. Paul Ricoeur a conceptualisé la référence. Comment le texte renvoie à l'histoire. Il peut renvoyer à la réalité historique, mais il peut renvoyer au mensonge, aux représentations, à la fiction. Il renvoie. Ceci dit, il renvoie. Même des hadiths faux sont intéressants. Voilà, ils expriment, ils renvoient le